Les éléphants locaux ont décroché leur ticket pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Ils ont littéralement écrasé les Gabonais sur un score de 4-1. Les poulains de Michel Dussuyer défieront le premier du groupe B le 30 janvier prochain. Un réseau d'affaires est né cette semaine à Abidjan, le Club Afrique Développement, sur le développement de l'affaire et des investissements en Afrique. Déjà, l'organisation voit grand, elle prévoit un forum international qui devrait se tenir une fois chaque année. Ce soir, la rédaction fait un clin d'œil au professeur Akiassi Laurent. L'illustre botaniste ivoirien décédé il y a 2 ans a laissé derrière lui, pour la postérité, une fondation logée dans l'une de ses résidences. Le lieu reste ouvert à la disposition des chercheurs, découvertes dans ce journal. Et puis, à l'étranger, quelques 2000 personnes de nationalités différentes ont manifesté hier après-midi dans le département français du Pas-de-Calais. Elles sont sorties pour exprimer leur solidarité avec les migrants et pour réclamer de meilleures et dignes conditions d'accueil. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Et comment ne pas commencer ce soir avec le football alors que les éléphants ont empoché cet après-midi leur ticket pour les quarts de finale du CHAN. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire arrive à ce stade du championnat d'Afrique des Nations. Les poulains de Michel Dussuyer ont largement battu les Gabonais sur un score de 4-1. Le résumé de la rencontre avec Anja Soukro. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations. Face aux Panthères du Gabon, les éléphants ouvrent la marque suite à cette somptueuse frappe de Baudelaire et 6 AK. 1-0 à la pause. Deuxième période, les éléphants se font surprendre sur corner et c'est l'égalisation des Panthères. Après quelques minutes de flottement, les éléphants reprennent leur marche en avant. En force, Giza Djedje donne l'avantage aux Ivoiriens. Il est remplacé par Davy Kofi Bois qui inscrit le 3e but de la Côte d'Ivoire. Blé Nilmar Treka se charge de porter le score à 4-1. Dans le deuxième match de cette 3e journée du groupe A, le Maroc bat le Rwanda déjà qualifié et assuré de finir premier du groupe A, 4-1. La Côte d'Ivoire termine donc 2e du groupe et est en quart de finale. Il a fallu du courage et du don de soi à nos éléphants pour en arriver à ce résultat. Ce sont des valeurs qu'on retrouve aussi en politique, surtout quand on est membre du gouvernement. Il faut à ce niveau également une maîtrise des dossiers, maîtrise qui ne saurait être entière sans l'appui des initiés. C'est pourquoi les nouvelles membres du gouvernement ont trouvé un intérêt à échanger avec leurs devancières sur la méthode de travail au sein de l'équipe gouvernementale. Traoré Mahamadou, Sidonie Davila. Sur les 9 ministres femmes que compte le nouveau gouvernement, elles étaient au nombre de 6 à prendre part à ce déjeuner initié par leur collègue Kandia Camara. Un déjeuner aux allures de séance de travail, il a permis aux nouvelles ministres de s'imprégner de la méthode de travail gouvernementale. Donc, le projet de loi, c'est le projet de décret, et puis ensuite, il y a la communication, voilà, de politique. Et nous avons vraiment bénéficié de leurs conseils. Ils nous ont expliqué la manière dont le gouvernement travaille et je pense que ça va beaucoup nous aider dans la préparation et la présentation de nos dossiers. Voilà donc toute la substance de ce déjeuner qui a réuni les anciennes et les nouvelles ministres du gouvernement. Elles témoignent ainsi de leur volonté d'honorer la confiance placée en elles par le président Alassane Ouattara et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous pouvons affirmer ici qu'au niveau du Conseil, nous avons atteint le quota de 30%. C'est une grande et lourde responsabilité. Nous allons l'assumer de la manière la plus significative pour dire au président qu'il ne s'est pas trompé en faisant confiance aux femmes. Le temps est donné, place maintenant au travail. De nombreux dossiers attendent. Et ces femmes ministres sont la parfaite illustration de l'autonomisation des femmes et l'amélioration des conditions féminines. C'est d'ailleurs un sujet qui a réuni ici à Abidjan 6 pays africains cette semaine. L'enjeu est de doter les femmes de mécanismes efficients pour générer des ressources. Un sujet de Jean-Jacques Ouaméala. Comment permettre aux femmes l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé et d'avoir plein pouvoir en ce qui concerne le planning familial? C'est pour répondre à ces questions qu'une rencontre régionale s'est tenue à Abidjan. Objectif,
trouver les mécanismes idoines devant permettre l'épanouissement total de la femme. La mise en place d'un système d'information logistique fiable, la disponibilité constante des ressources techniques, humaines et financières suffisantes sont autant d'éléments à prendre en compte pour la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement efficace qui réponde aux besoins réels de nos populations. Améliorer le système d'approvisionnement des produits de santé, la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle sont autant de données sur lesquelles le projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel, un abrégé projet SWED, compte s'appuyer. Je voudrais ici donc remercier ces partenaires et les rassurer de la ferme volonté de nos gouvernements à poursuivre la réalisation des investissements nécessaires à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement en médicaments pour l'atteinte du dividende démographique. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad sont les pays qui ont pris part à cette rencontre de haut niveau à Abidjan. La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a exhorté les équipes pays à traduire en actes concrets sur le terrain les propositions sorties du séminaire. Prennent part au projet SWED des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale, le Fonds des Nations unies pour la population et autres agences américaines et françaises pour le développement. Autre actualité politique, l'heure du bilan 2015 à l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire se félicite d'avoir atteint son objectif majeur pour l'année écoulée, la réélection du président Ouattara. Bilan dressé hier au compte d'une rencontre dans les jardins du Golf, hôtel d'Abidjan, un sujet de Ben Touré et Sidonie Davila. Un challenge attend la classe politique ivoirienne, fin 2016, les législatives. Avec 6 sièges au dernier scrutin, le parti d'Albert Mabritois-Keus veut faire mieux cette année, conforter sa position au Parlement ivoirien. C'est le principal objectif que l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, veut atteindre. Vous devez déjà, dès 2016, dans le cadre des élections législatives, lui donner un groupe parlementaire plus fort, plus nombreux, plus diversifié. C'est pour cela que le comité électoral et le secrétaire général ont été instruits de poursuivre l'examen des intentions de candidature. L'UDPCI a pour père fondateur feu le général Robert Guéhi, tué en septembre 2002, et ce lundi s'ouvre à nouveau au palais de justice le procès de ses présumés assassins. Son parti, l'UDPCI, attend toujours que justice soit rendue. Nous faisons confiance à la justice. Nous attendons que le procès soit conclu pour que le pardon que nous avons déjà accordé ait du sens et que la famille biologique, la famille politique de Robert Guéhi trouve l'apaisement nécessaire. En 2015, l'UDPCI a soutenu la réélection d'Alassane Ouattara. En 2016, le parti entend faire pareil pour le projet de réforme constitutionnelle annoncé par le chef de l'État. Il n'y a pas que l'UDPCI qui veuille compter sur l'échiquier politique ivoirien, c'est aussi le vœu de l'UPCI, l'Union pour la Côte d'Ivoire, la formation politique, d'y vouloir se lancer à la conquête des Ivoiriens en cette année 2016. Tous les militants souhaitent la consolidation et le renforcement des structures de base. Ils l'ont dit à leur président hier lors d'une cérémonie d'échange de civilité. Adama Kamagaté, Sinodi Davila. Un parti plus conquérant et plus offensif sur la scène politique nationale, voilà en substance pour cette année 2016 l'ambition affichée des militants de l'Union pour la Côte d'Ivoire, UPCI. Les différentes composantes du parti, que sont les femmes, les délégués départementaux, les élus et les jeunes, l'ont signifié au président du parti. Les jeunes sont en train de s'organiser pour relever tous les défis qui sont nombreux au niveau politique en ce qui concerne l'UPCI. Et je peux vous garantir que la jeunesse UPCI est très mobilisée pour accompagner son président dans toutes les activités politiques. Ils sont unanimes, consolider les structures de base, c'est en cela que l'Union pour la Côte d'Ivoire aura un bel avenir. Ce rassemblement en début d'année a permis au président du parti de réaffirmer son engagement à bâtir un parti de paix. La paix, c'est un trésor, mais un trésor très, très, très fragile. On a l'impression que c'est stable. Et puis brusquement, il y a une petite flamme qui s'allume quelque part et tout est parti. Et c'est pour ça que je voudrais insister sur cet élément de paix.
et que tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes à qui je m'adresse, nous ayons des comportements et des paroles de paix. Parce que la paix, c'est le trésor le plus précieux. Nyamien Konan appelle aussi de tous ses voeux à la cohésion nationale. Pour les élections législatives et municipales prochaines, le parti attend la conduite à tenir de la part du directoire du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, avant de se prononcer sur ses éventuelles candidatures. Autre bilan, celui de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, présenté avant-hier, un bilan jugé positif par les responsables et le personnel de l'institution. Ils ont pris l'engagement d'améliorer leurs prestations. Dramos connaît par Gassoro. Le personnel de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, heureux de son conseil d'administration et de sa direction générale. Les agents de cette institution l'ont signifié au cours de la cérémonie bilan des activités 2015. Ils se disent fiers des efforts consentis par leurs responsables par la mise à jour des primes d'ancienneté, des grilles de salaire et de bien d'autres acquis, des doléances formulées les années antérieures. Depuis que vous avez été investi par la confiance des autorités de ce pays à travers le conseil d'administration de la CNPS, vous êtes la fierté de l'ensemble des travailleurs de l'institution. Les responsables de la CNPS, tout en saluant la qualité du travail du personnel, n'ont pas manqué d'indiquer le bon comportement des principaux indicateurs de performance de l'institution, notamment les assureurs sociaux du secteur privé, dont le taux de réalisation des prévisions des déclarations de cotisation qui est passé à 103,5% et le recouvrement des cotisations sociales à 97,91%. Et ce n'est pas tout. Au niveau des paiements, la régularité enregistrée dans la perception des différents droits par les assurés sociaux s'est poursuivie et la décision prise par le conseil d'administration d'augmenter le montant des allocations familiales, qui est passé de 1 500 à 2 500 francs par mois et par enfant, a été très appréciée par les bénéficiaires de cette branche. Remise des cadeaux responsables, danse, humour, des temps forts qui ont marqué cette cérémonie bilan des activités 2015 de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et voilà qui nous amène dans le centre du pays, direction la ville de Bouaké, à l'université Alassane Ouattara. Le département des sciences, du langage et de la communication de l'université vient d'effectuer sa rentrée académique 2015-2016, une reprise d'activité marquée par une conférence avec pour thème la RTI face au défi de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, conférence animée par Amadou Bakayoko, directeur général du Média d'État. Le compte rendu de Kader Sogodogo. Amphithéâtre C du campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Les étudiants du département des sciences, du langage et de la communication, ainsi que leurs enseignants sont présents pour leur entrée académique 2015-2016. Pour cette reprise, ce département accueille le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, accompagné d'une forte délégation. Le premier responsable de la RTI prononce une conférence. La RTI face au défi de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Une présence et un thème alléchant pour les futurs communicateurs. Pour le conférencier, la RTI, grâce à une ressource humaine de qualité, un programme riche et varié, un volet économique maîtrisé, va répondre aux enjeux à venir. Ce qu'il faut retenir, ce sont ces trois éléments sur lesquels nous jouons, des ressources humaines de qualité, des programmes satisfaisants et un modèle économique robuste. Parce que dans nos métiers, il y a le talent qui doit faire des contenus, mais il y a également les questions économiques qui sont des questions importantes pour pouvoir payer correctement. Par rapport à notre cahier des charges, répondre à ce besoin d'informer, d'éduquer et de divertir. Enseignants et étudiants disent avoir été séduits par les propos du directeur général de la RTI. Cette télévision, avec un directeur général aux grandes ambitions, dans un élan de numérisation très poussé, qui nous rassure, nous autres téléspectateurs de RTI. Nous savons maintenant que la télévision est à notre service. La télévision est présente pour nous informer, pour nous divertir. Et il faudrait que nous puissions rester soudés, quoi qu'il arrive. La RTI même a un cahier de charges dont j'ai compris beaucoup de choses à travers cette conférence.
Nous allons accompagner la RTI, c'est un partenariat. Dans un partenariat des parts et d'autres, il y a des engagements. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes totalement disposés et nous n'avons pas le choix. Dans tous les cas, il faut l'accompagner, il faut soutenir même de façon efficace, de sorte qu'on puisse réussir cette transition-là. Cette conférence à l'université Alassane Ouattara a été rendue possible grâce au club Initiative qui regroupe des enseignants et des chercheurs de la sphère universitaire qui œuvrent pour la culture démocratique et la paix en Côte d'Ivoire. Revenons dans le sud du pays, ici à Abidjan, pour nous intéresser à la naissance d'un réseau. Le club Afrique Développement mise sur le développement de courants d'affaires et des investissements en Afrique. Déjà, l'organisation voit grand. Elle prévoit un forum international qui devrait se tenir une fois chaque année. Noël Niagno, Christelle Menant. L'Afrique, une mine d'opportunités multidimensionnelles. En Afrique, la croissance attendue sur les prochaines années est autour de 5%. Aujourd'hui en Afrique, il y a une accélération du développement qui est sans précédent donc, dans le monde. Et parallèlement à cela, l'Afrique dispose de moyens extrêmement importants dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des ressources humaines. On a un niveau pyramide des âges qui est très avantageuse par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres pays donc européens ou américains. Ce potentiel, cette énergie latente, il faut lui trouver les moyens de son éclosion, de sa réalisation concrète. Voilà le sens de l'avènement du Club Afrique Développement. Fédérer les forces, les énergies sur le développement de l'Afrique, à fédérer et à développer donc, la coopération sud-sud. Nous le voyons donc une plateforme qui va mettre en relation donc, des opérateurs économiques africains de plusieurs pays. Ce club est mis sur orbite à compter de ce mardi 19 janvier 2016. En présence d'acteurs économiques ivoiriens et leur mobilisation qualitative témoigne de la pertinence de l'initiative. C'est un club de réseau, de partage qui met en contact des hommes, qui va aussi contribuer à la formation, à l'information. Donc c'est un outil qui doit permettre aussi de s'ouvrir davantage sur tous les plans. Ce rendez-vous des opportunités d'affaires entre différents pays, que le notaire soit là pour soutenir le mouvement, pour dresser acte, conserver, authentifier et puis conseiller. Droit d'adhésion au club, 900 €, soit environ 589 500 francs CFA, pour un retour sur investissement portant entre autres sur l'accès à la plateforme électronique et la participation tous les ans au Forum international Afrique Développement. Une rencontre de 1500 opérateurs économiques et décideurs politiques issus de 17 pays. Ce 13h sur nos antennes, Dr Cissé Loseni était l'invité du magazine du dimanche. L'urologue s'est largement prononcé sur les maladies liées à la prostate. Il répondait aux questions de Fatou Fofana. La prostate est une glande masculine qui est indispensable à la fertilité. Sans prostate, la procréation chez l'homme devient presque impossible. La prostate peut faire l'objet de 3 types de maladies. La première maladie, c'est la prostatite, c'est l'inflammation ou l'infection de la prostate. La deuxième maladie, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie, c'est l'adénome de la prostate, c'est une tumeur bénigne. Et ensuite, plus grave, c'est le cancer de la prostate, avec toutes les complications que ça peut entraîner. Alors une question qui revient très souvent, est-ce qu'une personne atteinte de ces différentes affections de la prostate, est-ce qu'elle peut avoir une vie sexuelle normale? D'emblée, c'est que la sexualité n'a rien à voir avec la prostate. Mais la prostate, avec la description que je viens de faire, peut retentir sur la qualité de la sexualité. Par exemple, quelqu'un qui a une prostatite, il a mal. Quand il a des rapports, il a mal, il a des douleurs. Donc, ça va gêner sa sexualité. Le fait que quelqu'un qui a une adénome de la prostate, le fait qu'il n'urine pas bien, peut retentir sur la qualité de sa sexualité. Celui qui est porteur d'un cancer de la prostate, c'est la même chose. Donc, ça peut retentir sur la qualité de la sexualité, mais ce n'est pas l'origine d'une impuissance. Actualité culturelle, le compte à rebours pour les 8e Jeux de la francophonie est lancé. Ils auront lieu à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Pour ce grand rendez-vous mondial de la culture et du sport, les préparatifs vont bon train. La dernière ligne droite des préparatifs sera marquée par la présentation de la mascotte de ces 8e Jeux. Ce sera mercredi prochain au Palais de la Culture. L'annonce a été faite par le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie, François Yao Alla. Le point avec Franck Quadio.
Les 8e Jeux de la francophonie auront lieu en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. À un peu plus d'un an des festivités, les préparatifs vont bon train, à en croire le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie. Jeunesse francophone, c'est 80 pays représentés sur le sol ivoirien pour s'exprimer. Sont choisis des disciplines culturelles, entre autres le chant, le conte, la danse et la littérature, et des disciplines sportives telles le football, le basket et le cyclisme. Sans oublier des activités d'exhibition et plusieurs concepts d'animation à travers le district d'Abidjan. Après le dévoilement du logo, le comité national entend passer à l'une des phases les plus importantes des préparatifs, la mascotte. Et ce serait aussi l'occasion de découvrir cette représentation visuelle des Jeux et l'occasion de sensibiliser la population ivoirienne à la marche vers les Jeux Abidjan 2017. L'événement aura lieu le mercredi 27 janvier à la salle Louga François du Palais de la Culture, un événement auquel est invité l'ensemble de la population. C'est le 15 mars 2013 que le Conseil permanent de la francophonie a retenu la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. L'édition 7 a eu lieu à Nice, en France, en 2013. La Côte d'Ivoire a occupé le 9e rang sur 55 pays participants. Je vous le disais en titre, ce soir, la rédaction se souvient du professeur Akéassi Laurent. L'illustre botaniste ivoirien décédé il y a 2 ans a laissé derrière lui, pour la postérité, une fondation logée dans l'une de ses résidences. Le lieu reste ouvert à la disposition des chercheurs. Découverte avec Issa Yeo et Serge Coléa. Considéré par ses pairs comme le génie de la forêt, le botaniste ivoirien Laurent Akéassi a tiré sa révérence il y a 2 ans à l'âge de 83 ans. Illustre botaniste de la Côte d'Ivoire et du continent, il a développé une connaissance poussée de la botanique. 70 ans de vie consacrés à l'étude de la flore ivoirienne. Son rêve, avant sa disparition, était de transformer sa résidence familiale située à Yopougon-Andokwa en une fondation botanique avec pour objectif de servir la communauté scientifique. Cette fondation, créée en 2012, abrite aujourd'hui l'Institut botanique Akéassi d'Andokwa, IBAN, dirigé par le docteur Akéassi Emma. Essayer de prendre des contacts pour essayer de valoriser le patrimoine qu'il nous a laissé. Il nous a légué un herbier. Cet herbier permet de reconstituer la flore ivoirienne. Bon, pour le moment, ces herbiers sont encore entassés. On est en train de chercher les moyens pour essayer de les coller, reconstituer, les numériser. On a également une bibliothèque, une collection de milliers d'ouvrages qui nous a légués également. Et nous souhaiterons mettre en place une bibliothèque à la disposition du monde scientifique. À travers cette œuvre de recherche, le professeur Laurent Akéassi n'avait qu'un seul but, pérenniser et développer le fruit de son travail. Mais sans grands moyens, l'Institut ne peut fonctionner. Il ne peut être utile à la nouvelle génération. Une nouvelle génération consciente pourtant de l'immensité du travail du génie de la forêt. Le professeur Aké est parti sans vraiment partir, car son enseignement reste intact. Seulement, si rien n'est fait pour préserver ce trésor, il risque lui aussi de s'éteindre, et là, cet éminent chercheur sera vraiment parti. Amadou Mpatebal a dit, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Chercheurs ivoiriens et africains ont intérêt à faire en sorte que la bibliothèque Akéassi ne brûle pas. On revient à la culture. À quelques semaines de l'événement, Abidjan se met déjà au goût de la 9e édition du marché des arts africains. Hier, le Palais de la Culture a abrité le premier spectacle de lancement du Massa 2016. À l'affiche, Manu Dibango, Basseko Kouyaté et José. Un concert de prestige qui a tenu toutes ses promesses, comme nous le montrent nos reporters Ange Eoradé et Serge Coléa. 21h passées d'une trentaine de minutes, l'étoile montante de la musique ivoirienne ouvre le bal. Avec sa voix qui en impose, José se balade dans son répertoire.
40 minutes auront suffi à cette jeune artiste pour confirmer tout son talent. D'une génération à une autre, ou plutôt d'une culture à une autre. Incursion dans le tradit moderne mandingue à la découverte d'une goni, instrument de musique du maître Basekou Kouyaté. Après une telle démonstration, que pouvait-on offrir de plus au public, si ce n'est l'immense Manu Dibango? « 82 ans, mais toujours aussi étincelant. Un souffle inépuisable pour dompter le saxo. La musique a-t-elle encore un secret pour ce grand monsieur? En tout cas, ce premier concert avant le Massa du 5 mars prochain aura marqué les esprits des puristes. Et justement, plusieurs personnalités ont pris part à ce concert, lancement du marché des arts du spectacle africain, notamment la grande chancelière Henriette Lagris-Diabaté et quelques membres du gouvernement. Aussi, les amoureux de la bonne musique ont livré leurs impressions, toujours au micro d'Ange Eoradé et Serge Coléa. Je retrouve un cadre que je connais, et puis une époque que je connais aussi, et puis en définitive une ambiance extraordinaire. Donc pour moi c'est une soirée, c'est un cadeau, et un beau cadeau. Vous savez que le Massa, c'est nous qui l'avons initié ici, et j'espère qu'il va durer. Assister donc à ce récital, à ce concert des artistes, et notamment de Manu Dibango, qui est un génie. Et nous avons terminé par lui. Nous sommes très heureux de voir que la Côte d'Ivoire est une destination qui compte aujourd'hui. Et c'est ce que souhaite le président de la République. Nous souhaitons véritablement qu'à partir du 5 mars jusqu'au 12 mars, les Ivoiriens se mobilisent véritablement pour ce marché des arts. Nous avons eu un Manu Dibango qui sont des références africaines, des icônes qui nous ont transportés dans des sonorités extraordinaires. En tout cas, le Massa promet. Je suis venu de Bamako pour la circonstance, donc j'ai été très impressionné par ce trio. Basekou Kouyaté, Manu Dibango et José l'Ivoirien. Donc vraiment, c'est une soirée impeccable. À l'étranger, des centaines de personnes, toutes de blanc vêtues, ont rendu un hommage lors d'une marche silencieuse hier à Ouagadougou aux victimes de l'attaque terroriste qui a fait une trentaine de morts la semaine dernière dans la capitale burkinabé. Quelques 2000 personnes issues de nombreuses nationalités différentes ont manifesté hier après-midi dans le département français du Pas-de-Calais. Elles sont sorties pour exprimer leur solidarité avec les migrants et pour réclamer des conditions d'accueil dignes. Réfugiés, vous êtes les bienvenus. Nous sommes solidaires avec vous. Ouvrez les frontières pour les réfugiés sont entre autres les mots qu'on peut lire sur les pancartes brandies par les manifestants. Ils étaient près de 2000 venus essentiellement de l'Angleterre, de l'Italie, de la Belgique et tout naturellement de la France. Ces manifestants revendiquent des conditions d'accueil plus dignes pour les migrants. C'est que ce sont des conditions totalement indignes et que personne ne fait rien pour ça, que dernièrement il y a eu des toutes petites choses qui ont été faites, mais c'est complètement insupportable, voilà, les conditions dans lesquelles ces personnes vivent. Ce que vous demandez, c'est quoi ? Plus de dignité et que les politiques changent et qu'il y ait du changement en tout cas. Une tragédie humaine se joue car pas d'eau potable, pas de douche, pas de produits de santé de première nécessité. Selon un migrant afghan, leurs conditions de vie sont inadmissibles. Face à ces conditions de vie surhumaines, un centre d'accueil provisoire CAP composé de 125 conteneurs chauffés de 12 places a vu le jour le 11 janvier dernier. Il accueille 1500 migrants à Calais. Mais comme on peut le constater, c'est une goutte d'eau dans la mer, affirme un autre migrant.
Ce bidonville, aux conditions d'hygiène difficiles, est situé près de la rocade portuaire en France. À cet endroit vivent, du moins survivent, quelques 4000 personnes. Des migrants venus majoritairement d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afghanistan. Ces milliers de migrants vivent dans la jungle de Calais, considéré comme le plus grand bidonville de France, dans l'espoir d'atteindre le Royaume-Uni, qu'ils considèrent comme un Eldorado. Et c'est la fin de ce demi-heure d'information. Je rappelle cette information. Les éléphants ont empoché cet après-midi leur ticket pour les quarts de finale du CHAN. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire arrive à ce stade du championnat d'Afrique des Nations. Les poulains de Michel Dussuyon ont largement battu les Gabonais sur un score de 4-1. Et si vous voulez tout savoir sur cette victoire, ne manquez surtout pas DDF, dimanche de foot, Football Passion. Ce soir à 22h sur nos antennes. Et le match Côte d'Ivoire-Gabon vous sera proposé après le journal de 23h. Allez, bonne soirée. Prennent leur marche en avant.